Ok, du coup, moi je vais vous parler de l'auto-hébergement avec un Raspberry Pi. Qui je suis Romain Pellerin, je suis en GI2 et je viens d'arriver en septembre à l'UTC. Voilà. Et je viens de DUT, voilà. Donc un Raspberry Pi, qu'est-ce que c'est en fait? C'est un ordinateur qui vaut 35 €, qui est grand comme une carte de crédit et qui est puissant comme un ordi d'il y a, on va dire, une dizaine d'années, grosso modo. C'est un peu moins puissant que vos smartphones, mais c'est correct. Donc on peut en faire plein de choses avec, il y a plein d'usages. Et c'est très bien. Donc ça c'est le dernier modèle qui vient de sortir, c'est le modèle B, il est sorti il y a 2 mois. Il a 4 ports USB et plein de trucs qu'on va voir par la suite. Donc un Raspberry, voilà, comme je l'ai dit, c'est que 35 €. Et c'est un ordinateur complet, vous pouvez brancher une souris, un clavier, un écran, donc ça vaut vraiment le coup, achetez-le. Ça vient... Ah oui, je vous ai pas dit aussi. Du coup, ça a été fait par une fondation du même nom, donc Raspberry Pi Foundation, qui est anglaise. Et en fait, leur but, c'est de promouvoir l'usage d'outils informatiques à l'école. Donc notamment le Python, ils essaient d'évangéliser un petit peu tout ça. Donc c'est eux qui ont créé l'ordinateur, le Raspberry, du coup, dans ce but-là. Donc c'est 35 €, c'est cool, et les spécifications, du coup. Donc en fait, il n'y a pas de disque dur, c'est un port c'est un slot micro SD. Donc en fait, vous branchez votre carte SD, donc il faut au moins 2 Go de mémoire, ou peut-être 4 sur la dernière version, je ne sais plus. Et ça peut aller jusqu'à 128 Go. Donc en fait, c'est votre disque dur. Donc en fait, on peut le voir ici, je sais pas où c'est. Kian, c'est où? Kian, il est où le slot SD là-dessus? Parce que je ne le connais pas celui-là. Il est dessous. Et voilà, le slot SD en fait, c'est là-bas. Donc en fait, il n'y a pas de disque dur, hein, vous branchez votre SD dessus. Vous avez votre image Linux qui est sur votre carte SD. Donc vous mettez la carte SD, vous branchez l'alimentation et hop, ça boot et c'est comme un ordinateur. Donc les specs, voilà. Donc sur le dernier modèle, il y a un 4 cœurs à presque 1 GHz, donc c'est un truc de ouf quand même pour 35 €. Vous avez 1 Go de RAM, c'est un truc de ouf aussi parce que ça vaut 35 €. Vous avez 4 ports USB, donc vous pouvez brancher une souris, un clavier et une clé USB, un disque dur externe, tout ce que vous voulez. Vous avez 4 ports GPIO, en fait ça c'est pour faire un peu de la connectique avec d'autres appareils. Donc typiquement vous pouvez vouloir brancher votre cafetière dessus, ça se fait comme ça avec les ports GPIO. Vous avez un port HDMI bien sûr qui supporte très bien le 1080p, donc ça c'est cool. Et vous avez un port Ethernet qui est tout à fait correct pour le prix. Ça c'est les autres specs, on s'en fiche un peu, il y a quand même du son, une sortie annexe. Ça décode très bien le graphisme, on peut même brancher une caméra qui a été faite exprès pour le Raspberry, et voilà, il y a des trucs, c'est un peu plus cool. Du coup, qu'est-ce qu'on fout dessus? On fout Linux, bien sûr, Raspbian, donc le dernier il est basé sur Debian 8. C'est un Debian presque nu, il y a 2-3 trucs en plus dessus, notamment plein de trucs de Python, des jeux et tout ça, mais on s'en fiche. Il y a un serveur graphique, mais je vous recommande de ne pas l'utiliser parce que ça bouffe de la ressource pour rien, et c'est pas le but premier d'un Raspberry, sauf si on s'en sert à l'école, bien sûr. Et donc voilà, donc comment on installe Raspbian? Vous téléchargez le fichier .iso.img, je ne sais plus, sur internet, vous faites un DD, hop, vous le copiez sur la SD, et c'est parti mon kiki, vous le mettez dedans, ça marche. Donc voilà, maintenant la question que vous posez, c'est pourquoi s'auto-héberger? Aujourd'hui, je pense que tout le monde utilise Google Drive, tout le monde utilise, je sais pas, tout le monde utilise OVH ou One and One pour mettre son site web. Tout le monde utilise des VPN gratos qu'ils trouvent sur internet pour je sais pas trop quoi faire. Tout le monde utilise des proxys pour regarder des vidéos qu'on peut pas voir en France. Enfin voilà, tout le monde utilise ces trucs là, il y a plein de services un peu partout et c'est cool, ça marche bien. Donc pourquoi s'auto-héberger? Eh bien tout simplement pour être indépendant. Donc je vais prendre l'exemple de Google Drive. Vous foutez vos fichiers en fait typiquement chez une boîte et vous savez pas ce qu'ils en font. C'est secure, c'est tout ça, c'est bien, c'est rapide, mais vous n'avez pas le contrôle sur ces fichiers-là. Et en fait, Google, bien sûr, ils analysent tous vos fichiers et ils ont un beau petit profil sur vous. Donc voilà, en fait, s'auto-héberger, ça permet d'être indépendant. Ça permet aussi d'améliorer vos compétences, bien sûr, parce que du coup, vous allez devoir faire un peu de programmation, ou du moins de la configuration de fichiers. Vous allez devoir configurer tous les services que vous installez, vous allez devoir configurer un petit peu votre Linux, et vous allez apprendre comment tout ça fonctionne. Donc ça va vous permettre d'améliorer vos compétences en Linux, en administration de système, en administration de réseau, et tout ça. Donc ça c'est plutôt cool. Et enfin, ça vous permet d'économiser de l'argent.
Donc je vais prendre l'exemple, donc s'auto-héberger, ça permet de dépenser 4 € d'électricité par an. Chez OVH, c'est à peu près 30 balles par an au minimum, et encore, c'est assez limité. Chez One and One, c'est encore plus cher, chez Gandhi, c'est plus cher, tout ça. Donc ça économise de l'argent. Pareil, Google Drive, vous avez un espace limité. Là, l'espace limité, c'est la carte SD ou le disque dur, enfin, on verra après, mais on peut mettre un disque dur, qui détermine ça. Donc vous n'êtes pas limité, vous faites ce que vous voulez, vous économisez de l'argent. Ça vous coûte vraiment, comme je dis, 4 € d'électricité par an pour un Raspberry qui tourne H24. Donc voilà, 3 avantages majeurs à s'auto-héberger. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on met sur un Raspberry? Tout, on peut mettre tout ce qu'on veut. Alors moi je vais vous parler de ces exemples-là, c'est ce que j'ai sur mon Raspberry, ça fait 1 an qu'il tourne et ça marche très bien. Donc j'ai Squid, c'est un proxy, comme le proxy du TC. Ça veut dire que si demain je vais dans un pays étranger et je veux regarder le replay de L'amour est dans le pré, je pourrais pas. Parce que M6 limite les replays à la France. Donc avec un proxy, je me connecte à mon Raspberry de manière transparente. Donc tout mon trafic internet passe par mon Raspberry et est redistribué dans l'internet. Et donc, je peux accéder à des sites qui sont limités à l'étranger. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Je peux mettre transmission. Transmission, c'est un truc qui gère les torrents. Donc, typiquement, c'est une seedbox en fait. Je ne sais pas si vous utilisez Torrent 411 pour télécharger Linux, mais il y a de Linux sur Torrent 411 et c'est très bien. Du coup, si vous voulez seeder des torrents tout le temps sans avoir votre ordinateur allumé, utilisez transmission. Ça vous permet de seeder et de partager à outrance. Ça, OpenVPN, c'est un VPN, c'est comme celui du TC à nouveau. Ça vous permet d'avoir accès à votre réseau local depuis n'importe où dans le monde. Donc c'est comme un proxy, mais encore plus puissant parce que tout votre trafic, tous les protocoles passent par votre réseau. Donc si vous avez des ordinateurs auxquels vous voulez connecter depuis l'UTC, hop, vous pouvez. Si vous voulez avoir en fait, ça vous permet d'avoir l'IP de votre réseau, pareil. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a Git, bien sûr, vous utilisez tous GitHub ou GitLab, j'espère. Et du coup, vous pouvez maintenant mettre votre repos Git chez vous, ça c'est cool. Vous avez tous vos repos chez vous, tout le monde se connecte dessus, et vous avez la main mise dessus, vous savez ce qui se passe, et personne ne peut voir votre code source chez GitHub ou chez l'UTC. De quoi? Ouais, on peut mettre GitLab. Alors, quand je dis Git, c'est le truc minimal, hein, quand je dis Git, c'est la connexion SSH, voilà, c'est le truc minimal sur l'interface. On peut mettre GitLab, on peut mettre Gitolit, on peut mettre... ouais, quoi, ouais, bon, le Raspberry, on pourra plus, mais ça marcherait quand même un petit peu. On peut mettre aussi Gitolit, c'est plus léger. On peut mettre... il y a un truc de base aussi que fait Git. C'est GitWeb, je crois, c'est un truc vraiment mini. Genre, il y a juste une interface avec un listing des fichiers. On peut mettre tout ça, quoi. Vraiment, c'est cool. Samba, c'est pour partager les fichiers entre Windows, Linux et macOS. C'est un serveur de fichiers, donc en gros, chez vous, mettons que vous voulez partager toutes vos photos de vacances avec votre famille, vous les envoyez sur Raspberry et tout le monde y a accès, c'est du réseau, c'est partagé. C'est comme un disque dur partagé dans tout votre réseau. On peut mettre Apache, bien sûr, dans tous vos sites web et tous vos autres trucs, vous les foutez sur Apache. Par exemple, votre site perso, par exemple vos projets de l'UTC si vous voulez les faire tester, ça peut être n'importe quoi, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez sur un serveur web. Si en plus vous rajoutez PHP, vous pouvez même faire votre NF17 dessus, donc c'est génial. Et en plus vous rajoutez MySQL, vous pouvez faire plein de trucs, PostgreSQL, vous pouvez faire plein de trucs, tout ça c'est des bases de données, c'est des exemples, mais on peut rajouter plein d'autres trucs, et tout ça, ça cohabite très très bien sur un serveur. Et enfin, on peut mettre bien sûr OnCloud. Donc OnCloud, c'est le Google Drive libre, fait en PHP. Donc ça tourne sur un Apache avec un PHP. Ça s'installe en 3 minutes, ça marche tout le temps sauf aux mises à jour. Et c'est plutôt cool, on peut synchro tous ses contacts avec ça, on peut synchro ses calendriers et surtout, à la base, on peut synchro ses fichiers, quoi. Donc il y a une appli Android, il y a un client Linux et Windows, donc ça vous permet de faire votre Google Drive à vous et de ne pas utiliser iCloud ou toutes ces autres conneries, le SkyDrive ou je sais pas trop quoi. Voilà, donc ça c'est mon Raspberry. Donc comme j'ai dit tout à l'heure, il tourne H24 depuis presque 1 an, depuis septembre en fait. Donc là, ça c'est mon disque dur qui est branché ici. Ça c'est le port HDMI qui est branché à ma téloche. Ça c'est la carte SD. Et ça c'est l'alimentation. Donc ça c'est un modèle juste avant, c'est le modèle B+, version
Et donc ça, c'est la connexion à Internet. Donc en fait, comme je vous disais, il n'y a pas de disque dur, c'est une carte SD, donc le Raspberry boot sur une carte SD. Mais il y a un petit truc qu'on peut faire, c'est qu'on peut lui dire, une fois qu'il a booté sur la carte SD, de booter sur le disque dur. Donc en fait, on lui dit que le root, en fait, il est sur le disque dur. C'est un tout petit peu tricky à faire, mais ça se fait facilement. Et du coup, ce sera beaucoup plus stable, vous aurez plein d'espace de stockage. Moi, par exemple, là, c'est un 500 Go, donc j'ai 500 Go sur mon Raspberry, ça tourne nickel, c'est ultra stable, il n'y a aucun problème, c'est vraiment cool. Et du coup, comme je vous le disais, c'est relié à la téloche, donc je peux même en faire un super Media Center. Donc ça, c'est un truc que j'ai fait en PHP. Et en fait, depuis mon ordinateur portable ou mon téléphone, je tape l'IP de mon Raspberry, j'arrive sur cette interface, je peux lancer des films, je peux lancer YouTube, je peux lancer Pierreflix, je peux même contrôler Orange, j'ai fait une petite API pour mon décodeur Orange, je peux même programmer un réveil, le matin ça m'allume ma téloche, tous les matins ça me fout la télé. Je peux faire tout ce que je veux et ça c'est grâce à Apache et PHP. Donc voilà, je tape l'IP de mon Raspberry, j'arrive sur cette page et c'est cool. D'autres idées, donc des trucs à faire sur votre Raspberry, ça c'est un PDF que j'ai fait qui regroupe tout ce que j'ai fait dessus. Donc il y a toutes les instructions sur comment installer ce que j'ai fait. Voilà, vous suivez mon PDF et vous aurez le même truc que chez moi. Et enfin, c'est fini. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions? Ouais. Question de la bande passante, parce que moi j'ai déjà pensé à faire ça. C'est bien pour tout ce que tu as dit, mais je me suis dit, mais merde, mais si je veux l'utiliser comme, je sais pas, comme VPN, et ton émission sur M6 elle est limitée par la bande passante que tu as là où elle est dans Raspi. Et de la même manière, si tu veux mettre, en l'occurrence, pour son serveur one-on-one, bon, ok, on va faire 6 mois, donc je suis resté chez eux un peu longtemps. Et la Raspberry Pi, ça me fait bien. Mais l'avantage, c'est que je peux mettre un fichier de 800 MB tranquille. L'upload, je suis pas limité, quoi. Alors la question c'est la bande passante, est-ce que ça limite? Alors ce qu'il faut savoir sur Raspberry, c'est que tout passe par le même bus. En fait, typiquement, si tu fais de l'USB et de l'Internet en même temps, ça passe par le même bus, donc ça limite. Après, moi j'ai vu en vitesse d'upload, le Raspberry, son réseau local, au max, il envoie à 2 MO, en tout cas max, je crois. Quand il fait pas mal, deux, trois trucs à côté, mais il envoie à 2 MO. Donc en gros, tu as quand même une vitesse d'upload sur Internet à 2 MO, donc c'est quand même pas dégueu. Et après, ça dépend de ton usage, mais tu vois, moi j'ai un disque dur, donc en fait, quand j'envoie la donnée, ça lit sur le disque dur et ça envoie par Ethernet. Si tu passes par une carte SD, je pense que c'est encore plus rapide, parce que les temps d'accès doivent être beaucoup plus rapides qu'avec un disque dur, surtout qu'il n'y a pas d'intermédiaire, quoi. Donc moi j'ai quand même 1 MO et quelques, presque 2 avec un disque dur, donc c'est vraiment correct. Et puis après, ça dépend de ta vitesse internet que tu as chez toi, quoi, mais ça dépend de l'upload que tu as depuis chez toi, mais c'est correct, quoi. Après, c'est sûr qu'un MO. Mais je pense que le 2 est encore plus rapide. Enfin, moi j'ai le 1, la version 1, mais le 2 doit être beaucoup plus rapide. Enfin, Kian, peut-être que tu peux. Je sais pas si tu as testé. Moi, c'est le B, que je sais pas le 2. Ah, c'est pas le 2. Personne n'a de Raspberry ici. Ouais, je vais te demander, est-ce que quelqu'un a un Raspberry ici d'ailleurs? Ouais, quand même, on a quand même un bon tiers de la salle. C'est cool. Toi aussi, Damien, non? J'en ai acheté pour Fab Lab en fait. Des deux ou? Il y en a des. Non, c'est des 1. C'est des 1, ok. Ouais, donc il existe plein de versions. Ah oui, je vous ai pas dit aussi, la version 1 maintenant elle est passée à 25 $, donc c'est pas cher du tout, donc achetez-en, c'est cool. Et voilà, ça répond à ta question, j'espère. Pas vraiment, si je regarde, par exemple, si je vais, je sais pas, si je suis sur deux connexions internet différentes et que je vais accéder à mes sites, forcément je serai limité par la vitesse d'upload de là où ma Raspi, qui est 10 fois inférieure à ma vitesse de download de l'autre côté. Ouais, bien sûr, mais sur un site, un site web, normalement, une page ne doit pas faire plus d'un MO, ça se voit pas, quoi. Enfin, tu vas pas avoir un site web qui fait. Si ta page a fait moins d'un MO, ça se voit pas du tout. Une page d'accueil de ton site perso, ça fait un MO maximum, quoi. C'est standard, quoi, et ça se voit pas. Après, c'est sûr, si tu télécharges une vidéo, par exemple, moi, si je mets la vidéo de mes vacances sur mon Raspberry et que je l'envoie à toute ma famille, ils vont recevoir un MO par seconde. Et s'ils sont deux, ils vont recevoir à la moitié, quoi, et ainsi de suite. Donc c'est sûr que c'est long. Mais pour les usages dont j'ai parlé, donc mettre un site web, même PHP ou statique, ça suffit, quoi. C'est sûr que tu partageras pas des trucs avec plein de gens, mais si tu es tout seul dessus, c'est correct. C'est la question, parce que justement, j'ai testé de fait, et pour savoir si ça ramait pas trop. Non, ça rame pas vraiment. C'est plus ton réseau après qui te limite. Enfin, moi j'ai moins d'upload qu'un MO donc, chez moi, donc c'est mon réseau, c'est mon FAI qui me limite, quoi. Il y avait une autre question. J'utilise quoi quand ton IP change?
Alors, très bonne question. J'utilise Dean Host, je crois que ça va être comme ça. C'est un script shell qui a été écrit par OVH, enfin en tout cas je l'ai trouvé sur le site d'OVH, parce que mon nom de domaine est chez OVH. Et du coup, en fait, j'ai un cron qui, toutes les minutes, regarde mon IP. Qu'est-ce qu'il fait mon cron? Je sais plus, en fait. Ouais, il regarde mon IP et il regarde si la dernière IP, si l'IP qui correspond à mon domaine, ça correspond à l'IP actuelle. Et si c'est pas le cas, il tape sur une API fournie par OVH et du coup, ça met à jour tout seul. Et, ouais, en gros, au max, t'as une minute où ça répond plus, quoi. Genre, mon cron, il est toutes les minutes. Je sais qu'il est fournisseur d'accès ou un service pareil. Ouais, c'est ça, c'est un script shell et puis tu tapes dessus et puis ça se fait. Bah, il est sur mon GitHub, hein, si tu veux, genre le lien doit être je sais plus où. Le script qui est sur le PDF. De quoi? Le script qui est sur le PDF. Le script? Le script qui est sur le PDF que tu avais donné tout à l'heure. Ah ouais? Ouais. Ah oui. Ah, t'es dessus là? Ouais, Damien a raison. Le script, il est sur ce PDF en dessous. Tu vas voir le PDF et tu regardes le script est dedans. Ouais. La plupart des box, maintenant, en fait, il y a une interface dedans et dès qu'il y a changement d'IP, taper justement sur une API. Ouais, exactement. Guillaume a raison. On peut utiliser des trucs built-in dans les box. Tu renseignes tes trucs. Enfin, ouais. En fait, je m'en sers pas, mais je m'en suis servi pendant un temps, c'est vrai. Je m'en sers plus parce que je vais être je me dis que si demain je débranche mon Raspberry, que je le branche chez le voisin, je veux que ça marche tout pareil, toi, sans avoir à configurer sa box. Mais c'est pareil, c'est exactement le principe. Je pense que ce que je savais pas, c'est s'il y a un moyen mieux que Kian pourra confirmer, il y a des FAI qui attribuent les IP fixes, il me semble, mais la plupart, c'est. Par exemple, ils attribuent ces IP. Ouais, les hommes, les FAI aussi. Globalement, je crois que je suis orange. Ouais, je suis orange. Je crois que c'est un des seuls en France maintenant qui Ouais. fait pas l'IP fixe. Il me semble que Numéricable fait l'IP fixe aussi. C'est un numérique, c'est du dynamique qui change jamais. Ouais, c'est dynamique qui change jamais. Ça dépend quand tu parles de ton appart, tu laisses la Raspberry, tu laisses Allô. Le Raspberry, il est sous ma. Ah. Le Raspberry, il est sous ma télé en fait. Là, il y a le câble HDMI dans le meuble. Mais quand tu auras plus ton appart, tu auras plus ton site perso. Oui, pardon. Quand tu auras plus d'appart, tu auras plus ton site perso, du coup, tu vas brancher. Alors là, par exemple, je vais partir en stage. Je pense que je vais mettre chez mes parents. Mais pendant le voyage, bah, du coup, mes sites seront plus accessibles. Tu vois, genre entre Compiègne et chez mes parents. Mais sinon, en arrivant chez mes parents, je leur brancherai quoi. Ok. J'avoue que après, eux, si ton Raspberry tombe en panne, du coup, enfin, si t'as un problème avec ton Raspberry. Ah, ils seront pas dépannés. Alors je pense l'idée c'est de brancher un écran HDMI dessus et les appeler au téléphone, leur demander ce qui est affiché sur l'écran. Mais ouais, non, c'est vrai que c'est pas. Bah, c'est vrai que s'ils plantent vraiment sévère, genre kernel panique ou quoi, enfin, c'est vrai qu'à la distance, t'es un peu baisé quoi. C'est pour ça que t'achètes un serveur. Ouais. Bah après l'idée, tu peux aussi avoir. Enfin, ouais, non, en fait, même avec deux Raspberry, genre s'il y en a un qui est planté totalement, il faut les brancher. Je pense que tu devrais le prendre avec ton voyage. De quoi? Tu devrais le prendre avec ton voyage en fait. Ouais, je pourrais. Ouais, faut que je le prenne avec mon voyage. Sans parler de crash, c'est pas d'électricité, c'est les serveurs, s'ils sont, je sais pas, électrogènes derrière pour assurer. Ouais, bien sûr. Non, mais alors après, on s'entend bien, je vais pas foutre un truc en prod dessus d'une entreprise, quoi. Genre, si demain je monte ma start-up, pendant les 2 premiers mois, je suis un Raspberry parce que j'aurai pas d'argent. Mais aujourd'hui, moi, pour mes exemples, enfin pour mes sites perso ou mes projets, ça suffit, quoi. Mais c'est sûr que t'as pas une reliabilité à 100% H24, quoi. Enfin, moi, il m'est arrivé une fois ou deux. En fait, avant, j'avais pas de disque dur de brancher dessus, j'avais que ma carte SD. Et il faut savoir que la carte SD, elle aime pas être branchée H24. Et qu'au bout d'un moment, tu as des blocs où tu ne peux plus écrire dedans et tout plante. Genre, tout est baisé, tu n'as même plus accès à un shell. Donc là, tu débranches, tu rebranches et tu attends encore. Attendez, ceux qui partent, on va continuer les questions 2 secondes. 2 secondes.